Arc-en-Ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre invité, monsieur Yassir Louati. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Yassir Louati, président du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, organisation française de défense des droits humains et libertés politiques. Et notre thématique de ce jour, qui fait partie de l'actualité, comme vous le savez, monsieur Yassir Louati, l'islam politique en France, mythe et réalité. Mais actualité oblige, il y a un grand nombre d'informations, comme vous l'avez bien pu constater ces derniers jours, ces derniers mois. L'islam est sur la table, comme on dit, de discussion, soit dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère communautaire, et notamment musulmans, avec les élections qui ont passé, avec ces bruits et ces amalgames, soit au CFCM, soit à la Grande Mosquée de Paris. Et nous constatons qu'il y a quelque chose dans l'air qui est en train de se préparer. Première question, si vous le permettez, M. Yassir Louati. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'islam politique en France? À vrai dire, on ne sait pas. C'est que c'est encore une fois un terme valise, un terme fourre-tout qui sert en fait à discréditer, à diaboliser, en tout cas à ériger en ennemi intérieur. On va dire, allez, toute organisation ou toute personne réellement musulmane ou non qui a un discours public qui déplaît aux élites. Et ça peut aller de l'acteur associatif qui n'est absolument pas affilié au tissu religieux musulman à des personnes qui ne cachent pas leur appartenance religieuse et qui défendent leurs droits. Donc on voit bien que l'islam politique, c'est un terme qui est profondément marqué politiquement pour dire attention, musulman dangereux. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'elle fait, tant qu'on est en désaccord avec la personne, même si la personne parle et agit dans les limites imposées par la Constitution et les lois, peu importe. Cet ennemi est un ennemi exceptionnel. Quand on voit l'utilisation du terme, on voit que une fois qu'on a estampillé une personne représentant de l'islam politique ou l'islam, nous avons le droit de faire ce qu'on veut de cette personne-là. Mais là, c'est quand même c'est dangereux et c'est grave ce que je suis en train d'entendre, M. Yassir Louati. Et donc c'est un procès qu'on est en train de faire à tout musulman. C'est en fait l'argument principal pour légitimer la répression et l'oppression de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Donc vous voyez bien que dès qu'une personne de confession musulmane, réelle ou supposée, ça c'est une personne qui a un prénom musulman et qui n'est absolument pas musulmano-pratiquante, c'est qu'on lui colle l'étiquette justement pour en faire un dangereux ennemi. Et là, on normalise je vais même pas dire la stigmatisation, on va dire la nation de personnes pour permettre et normaliser et rendre acceptable qu'on leur réserve un traitement d'exception, que ce soit des violations de leur liberté garanties par la loi et la Constitution, que ce soit des violations de leurs droits humains, que ce soit des restrictions de leurs paroles et surtout de leur exclusion du champ politique. On ne va pas dire, par exemple, à une personne qui tient un discours identitaire, suprémaciste blanc, qui va vous dire la France n'est que blanche et que les autres n'existent pas, on ne va pas lui dire c'est un blanc politique. Lorsque une personne tient un discours religieux chrétien et se met à tenter d'influer sur le processus électoral ou législatif, on ne va pas dire c'est un chrétien politique. Lorsqu'une personne qui se sert de sa confession juive pour défendre l'occupation israélienne et les intérêts israéliens et l'ingérence israélienne dans les affaires franco-françaises, on ne va pas dire le judaïsme politique. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est un terme qui découle d'une relation typiquement coloniale entre la France et les non-blancs, concernant aussi là, celles et ceux musulmans. Et comme vous le dites, c'est extrêmement dangereux et je pense qu'un cap a été dépassé depuis maintenant au minimum 5 ans. Donc, si j'ai bien compris, donc les musulmans, et pourtant sont nombreux qui disent le contraire, j'aimerais bien que vous le sachiez, sont persécutés
Est-ce que, selon vous, ce que vous êtes en train de me dire est généralisé ou bien destiné à une tranche de la population musulmane qui bouge, qui parle, qui essaie de montrer leur désaccord, ou bien de la mise en application des acquis de la loi 1905 et de la loi dans son ensemble par rapport à d'autres? Est-ce qu'on est là, tout simplement, on se guide vers tout simplement une élite qui bouge, ou de l'ensemble de la communauté musulmane? Alors, on va discours, est-ce que ça vienne d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner ou de François Hollande? En fait, c'est vraiment, déjà pour commencer, il y a un consensus sur le terme et qui est transpartisan de l'extrême gauche avec Mélenchon jusqu'à l'extrême droite, c'est que ça touche bien entendu toutes les personnes de confession musulmane réelle ou supposée qui ont une parole politique en désaccord. Donc déjà, on commence par ces personnes-là parce qu'elles sortent du rang. C'est généralement les plus visibles, les plus entendus, que ce soit dans les médias alternatifs ou dans la rue ou dans les réseaux sociaux. Donc déjà, on va déjà prendre les têtes, on va dire, les meneurs et les meneuses. Ensuite, en découlent des pratiques normalisées dans la vie de tous les jours de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. On sait bien que ça a été prouvé depuis des décennies que quand on est perçu comme musulman, on est beaucoup plus discriminé dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, dans l'accès aux soins, et on est beaucoup plus ciblé par les contrôles de police que si on est une personne, on va dire, blanche avec un patronyme, on va dire, européen ou occidental. Donc, ce ne sont pas les mêmes atteintes qui affectent l'ensemble des musulmans. Il y a bien entendu un discours qui cible ces personnes qui sont actives dans la sphère publique, mais en même temps, les personnes qui sont le commun des mortels des citoyens français qui sont confession musulmane, elles, en retour, subissent le contre-coup parce que, bah oui, quand un discours politique est établi et normalisé à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et dans les différentes émissions de débat, bah la personne lambda qui va croiser un musulman va faire le lien entre ces personnes qu'on appelle les représentants de l'islam politique. Et donc, c'est pour ça qu'une femme qui va porter un foulard, on va maintenant l'associer à tous les mots MAUX de la République et tout ce qui va mal en France. Et je sais, d'ailleurs ça me revient maintenant, il ne faut pas oublier que un certain Gérard Collomb, en parlant de mademoiselle Mariam Pouchtou, qui était militante syndicale de l'UNEF, il a comparé le port de son foulard à le discours politique de Daesh. Voilà l'extrême danger de ce discours-là. Et là, on est en train de toucher à la valeur de ces personnes-là et d'amoindrir leur humanité pour que lorsque demain on porte atteinte à leurs droits, ça passe normal. Oui, mais ces personnes-là ne sont pas comme nous, vous voyez. Elles sont dangereuses. Elles vont de l'exclusion. Elles ne veulent pas des droits. Il faut les libérer, etc. Et là, vous pointez un danger. Je crains que ce soit presque trop tard. Parce que dans la tête des gens, il n'y a pas de différence entre islam et islam politique, alors qu'aucune définition de l'islam politique n'existe. Mais si je vais inciser un petit peu cette vision de la chose, l'autre côté, je vais essayer de faire ce qu'on appelle l'avocat du diable, là, pour que les choses soient bien équilibrées. Cette couche de quoi vous parlez, cette couche qui est très instruite et qui parle un petit peu un discours plus avancé par rapport aux musulmans lambda. Tellement pour eux, pour ces gens-là qui préconisent cette attitude de quoi vous parlez depuis tout à l'heure, cette attitude un petit peu discriminatoire et en même temps accusatoire quelque part, comme quoi tout simplement ces gens qui font de la politique. Sauf que il n'y a pas que eux tout seuls, il faut heureusement, je pense, qu'il existe en France, il y a aussi des gens qui disent le contraire. Autant que Français blancs, comme vous l'avez dit au départ. Est-ce que, selon vous, cette façon de faire a quand même un bloc français tout court qui est pour la tolérance, qui est pour la liberté d'expression, qui est pour aussi l'application de la loi dans la sphère publique, fait face et tient bon contre ce discours qui risque de passer à une étape très avancée, qui fait peur? Alors, malheureusement, autant le discours qui tend à dépeindre un ennemi politique, ou en tout cas un ennemi intérieur, représenté par ce qu'on appelle vaguement l'islam politique, est violent et radical
et sans pitié et sans gêne et vraiment qui n'a aucune limite, autant l'opposition à ce discours, c'est des balbutiements, c'est des condamnations de principe. On va avoir quelques voix ici et là, mais on n'a pas une opposition tout autant radicale qui veut remettre en place les règles du jeu. On voit bien que, par exemple, il y a un accord qui va de la gauche à la droite sur cette notion d'islam politique. D'ailleurs, concernant même le monde syndical, lorsque vous avez Philippe Martinez, président de la CGT, qui, au lendemain d'une défaite aux élections syndicales chez Air France à Roissy, remettait la faute sur les islamistes et l'islam politique, leur salle de prière dans les sous-sols, etc. Il tenait exactement le même discours que Philippe de Villiers. Et ça, c'est quand même la CGT qui veut se faire passer comme l'ami des musulmans et qui défile le 10 novembre contre l'islamophobie. Donc on voit bien, il n'y a pas eu une opposition radicale à ce discours. Mais en même temps, je tiens à le souligner, il ne faut pas sombrer dans l'angélisme et ignorer les responsabilités qui sont celles des organisations dites musulmanes, qu'elles soient culturelles ou cultuelles, qui n'ont pas fait le travail d'organisation nécessaire pour résister à ces accusations et à ce procès intenté. On voit bien que le tissu associatif musulman est totalement atomisé et ce qui le caractérise plus, ce sont plus les rivalités que la solidarité. Or, on voit bien que l'accusation les attaque tous. L'autre point qui pose problème, c'est que malheureusement, pas beaucoup de musulmans, en tout cas, se sentent concernés au point de s'investir pour reprendre la représentativité qui les concerne, c'est-à-dire réinvestir les associations et demander des comptes sur les résultats politiques, en tout cas, est-ce que la mission d'une telle ou telle organisation a été accomplie ou non. Et donc, il y a une espèce on va déléguer aux associations et on s'attend à ce que, par exemple, les gentils gauchos ou les gentils républicains les défendent. Nous sommes dans une démocratie, en tout cas, ce qu'il en reste, d'accord, ça reste quand même ça reste quand même attempéré. Ce n'est pas une démocratie totale, néanmoins, ça reste une démocratie où les rapports de force sont la règle du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne suffit pas de dénoncer une injustice pour s'attendre à ce que les personnes aient une crise de conscience et se disent ce n'est pas bien. Emmanuel Macron, lorsqu'il parle d'islam politique et de sécession, son pari c'est que, n'ayant plus de propositions à faire à l'ensemble des Français, il leur injecte ce discours identitaire, en tout cas leur propose ce discours identitaire pour établir des liens avec eux. Je n'ai pas de solution à la pauvreté grandissante, je n'ai que le démantèlement de l'État-providence. Par contre, méfiez-vous, le grand danger, ce ne sont pas mes politiques hautement injustes et inégalitaires qui ne profitent qu'à un petit nombre, mais c'est votre voisin musulman, c'est tel rappeur musulman, c'est tel acteur associatif, etc. Et là, il y a aussi une responsabilité de l'ensemble des Français s'ils viennent à accepter que leurs intérêts sont différents de ceux de leurs voisins qui subissent les mêmes injustices. Vous avez dit un mot très important là, ce n'est pas aux pauvres et aux faibles. Parce que, si j'ai bien compris un petit peu, ce qui est en train de se passer sur la représentativité des musulmans, il n'y a aucune institution, et je pèse mes mots, qui représente les musulmans dans son ensemble, parce que les paramètres de représentativité ne sont pas réunis. Soit sur le plan ressources humaines, donc soit sur le plan géographique. Nous avons une institution qui a été faite par Nicolas Sarkozy à l'époque, pour des raisons, tout le monde sait, il fallait avoir une entité pour diffuser un message vers les musulmans, c'est le CFCM, sauf que cette institution, le CFCM, tout le monde converse sur le point de départ qu'il s'agit d'une coquille vide, et n'a jamais fait le moindre avancement sur ce dossier. Il y a des rivalités qui se changent le tour pour la présidence, tout le monde le sait, on garde les mêmes têtes, on garde les mêmes arrangements, et en plus de ça, on parle d'une présidente tournante. En aucun cas, on n'a pu constater un jeune, en aucun cas, on n'a pu constater l'arrivée d'une femme au sein de cette institution, et on prend les mêmes qu'ils étaient, ça fait 30 ans, voire plus, dans le même statut. Moi, je pose la question, c'est Louati, sur cette représentativité, puisque
les musulmans, comme vous l'avez bien dit, s'ils ne se prennent pas en charge eux-mêmes, il n'y a personne qui peut le faire, mais à la limite, si vous ne faites pas un effort, personne qui va vous aider. Donc, cette passivité des musulmans, et beaucoup de monde qui le disent, mais c'est aussi des responsables passés dans cette émission français qui l'ont dit, on ne peut pas faire le job des musulmans. C'était le cas dit par M. Bernard Godard, ça a été dit aussi par Jean-Pierre Sacon, ça a été dit par un grand nombre de personnes qui sont passées dans cette émission. On ne peut pas faire le job des musulmans. Alors, puisque les musulmans sont passifs, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir. Pour commencer, nous avons déjà la problématique de la représentativité. Alors, pour commencer, c'est que les musulmans, ne sont pas un corps homogène. Il y a différentes catégories de musulmans et comme n'importe quel groupe humain, il y a des intérêts de classe, des intérêts de race, des origines et bien sûr et de genre, hommes, femmes. Pour commencer, c'est que c'est extrêmement dangereux lorsqu'une seule organisation représente toute une communauté. C'est la porte ouverte à une relation de domination, c'est la porte ouverte à la corruption, et bien entendu, c'est la porte ouverte au despotisme. Et c'est pour ça que beaucoup d'organisations pêchent lorsqu'elles prétendent représenter les musulmans, parce que déjà, ce n'est pas vrai, elles n'en ont pas les moyens. De deux, elles n'ont pas le logiciel qui leur permet d'être inclusifs et d'intégrer celles et ceux qu'on appelle les musulmans dans leur ensemble. Donc, ils vont restreindre la définition des musulmans à celles et ceux qui font la prière ou vont à la mosquée, etc. Et ça ne regarde personne. Une personne vous dit « je suis musulman » ou « je suis musulman », ça s'arrête là. Donc, à quel moment ces organisations-là intègrent des musulmans? L'autre point qui pose problème, c'est que lorsque vous avez une seule organisation, c'est que vous avez toujours la tentation de l'hégémonie totale. Et c'est bien là que les grandes organisations pêchent. Lorsque vous les voyez bien, elles sont toutes rivales les unes des autres, et il n'y a aucune coordination, aussi bien dans le discours public qui est tenu que dans la mobilisation des ressources, ou en tout cas des initiatives qu'elles lancent lorsqu'elles vont parler au gouvernement. Vous voyez bien que, pour citer différentes personnes qui sont issues de ce sérail religieux, elles vont vous dire je n'ai vu ces personnes-là que le jour où le préfet nous a convoqués. Donc il y a déjà, vous voyez, un problème de coordination de ce travail-là. L'autre point, c'est que toutes ces organisations-là, une fois qu'elles se constituent, elles n'ont qu'un souci en tête. Et bien sûr, je ne vais pas généraliser et appliquer ça à tout le monde, j'aurais tort à 100% si je le faisais. Par contre, c'est que leur seul souci, c'est d'être le délégué de classe, d'être le représentant légitime des musulmans auprès du maire, du préfet ou du ministère. Et ça, c'est problématique parce que vous voyez bien que dès qu'une organisation se constitue, le premier souci, c'est qu'ils veulent rencontrer le ministre de l'Intérieur. Et on l'a vu malheureusement à plusieurs reprises. Et là, on se demande, mais quel est votre mandat? Si votre souci, c'est d'être le délégué de classe ou l'interlocuteur de l'État, c'est que vous n'avez pas fait le travail en amont pour être porté justement par la base des musulmans. Et le dernier point, et je sais que là-dessus, c'est ma théorie me concernant, quand on remonte à l'ère coloniale, et je recommande fortement le livre du professeur Jalil Asbahi, qui s'appelle « La politique musulmane de la France », où elle retrace la politique de la France en terre d'islam, en tout cas en Algérie, et comment est-ce que l'administration coloniale a géré les organisations religieuses. On voit bien qu'il y a un discours religieux de pacification et de neutralisation des musulmans. Pour vous donner un exemple historique, on a Léon Roche qui, pour faire taire la contestation en Algérie, commande littéralement une fatwa du shérif de la Mecque, je crois que c'était en 1892, quelque chose comme ça. Il lui demande une fatwa qui stipule clairement la colonisation, c'est pas un problème, tant que les colons, en tout cas la France, vous permet de faire la prière et d'aller à la Mecque. Or, on voit bien qu'il y a encore des restes profondément ancrés de ce genre de discours qui veut que dans les mosquées, on ne parle pas de la vie citoyenne des musulmans. Dans les actions cultuelles, on est toujours agrippé à une autorité politique, que ce soit le maire, le président du parti, le préfet, etc. Et eux, ils ne sont pas là pour faire porter les demandes des musulmans vers l'État, mais plutôt de faire redescendre les demandes de l'État vers les musulmans. Et donc là, ils ne sont que l'interlocuteur, ce qu'on pourrait appeler par exemple les courtiers du pouvoir. Et
ce discours de pacification des musulmans, ben, vous le voyez bien, le vote c'est pas bien, s'impliquer en politique c'est pas bien, il faut se soumettre aux demandes du maire. Moi je parle par exemple d'une mosquée à Atis-Mons pendant les élections municipales de 2014, vous aviez au sein même de la mosquée les posters de la maire Christine Rodi accrochés à l'intérieur de la mosquée. Donc vous voyez bien que cette relation-là est complètement toxique et il n'y a pas un discours religieux d'émancipation des musulmans qui ferait qu'en retour, les personnes qui côtoient ces lieux de culte et remplissent ces associations et leurs caisses et leurs comptes en banque se saisissent de leurs problématiques et imposent leur volonté. Ne s'agit-il pas d'un problème générationnel, M. Yassir Louati? Oui et non. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a bien sûr une évolution. D'ailleurs, vous voyez bien que tout ce toutes les initiatives qui émergent de nouveau chez celles et ceux qu'on appelle les musulmans, pour commencer, elles naissent à l'extérieur du sérail religieux traditionnel. Ça veut dire que la mosquée est totalement exclue du logiciel, on va dire, social et citoyen. On veut monter une association, on veut lancer un site internet, on veut organiser des événements. Les gens ne passent plus par la mosquée parce que la mosquée, ben, c'est toujours un frein. Ça veut dire il faut prêter allégeance à l'association qui est gérée de manière despotique, qui voit d'un très mauvais œil que les jeunes leur lancent des initiatives, pire encore, lorsque les femmes s'organisent pour demander un espace de prière qui soit décent, lorsqu'elles veulent avoir leurs événements, etc. Déjà, il y a ça qui se fait. Deuxièmement, malheureusement, c'est que les pratiques qu'on a pu dénoncer chez ceux, je ne vais pas dire celles, en tout cas chez ceux, parce que ce sont que des hommes de leur totalité, ceux qui ont représenté les musulmans dans les années 80-90 et qui apportaient des pratiques de relations au pouvoir importées voilà, du pays d'origine, où il fallait constamment se soumettre au wali ou au maire, etc. Elles sont dans une relation de soumission, mais on voit bien que cette relation de soumission, elle ne se fait plus de manière vulgaire, comme on a pu le constater auparavant, mais aujourd'hui, c'est, voilà, ce que je veux, c'est rester dans les paramètres, ce qu'on appelle la politique de respectabilité. Ce qui compte pour moi, c'est que je sois bien vu par les autorités politiques, parce que ça m'ouvrirait des portes vers les arcanes du pouvoir, et je pourrais être invité dans des commissions, et ça me donnerait de la visibilité, de la légitimité, et comme ça me donnera plus de pouvoir pour mon quotidien. Donc, il y a un problème générationnel, mais des pratiques qui avaient lieu il y a 20, 30 ans ou 40 ans ont été en fait plus, on va dire, perfectionnées. Mais fondamentalement, elles n'ont pas changé, parce qu'on n'est pas dans l'émancipation des musulmans, on est plus dans qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans les clous. Si je prends cette vision de la chose, hein, qui est assez importante quand même, il faut bien le préciser à notre auditoire, il y a du reste encore, hein, à ce jour, hein, il y a des gens qui sont au CFCM, dans des grandes mosquées, directeurs, qui ont 60 ans, 80 ans, et qui sont toujours là. Il n'y a rien qui les fait bouger. Il y a des présidents d'associations. J'ai jamais vu de toute ma vie un président d'association pendant 20 ans, pendant 30 ans, toujours le même président. Donc, il y a un réel problème de démocratie et qui est en relation par rapport à ce que vous avez dit au départ. Hein, donc, on est d'accord. Mais moi, je prends un autre angle qui m'intéresse de près. Est-ce que vous croyez que la France a tout intérêt pour la paix civile, pour une vie pérenne et sereine au sein de la République française, de continuer à traiter avec ces gens qui, comme on dit en arabe, des gens ils font partie de l'histoire, on les comprend par rapport à l'histoire, par rapport à leur comportement, par rapport à leur passé, comme vous l'avez bien dit, par rapport à leur pays d'origine, leur soumission et ainsi de suite. Est-ce que la France a tout intérêt de continuer dans sa devoir au lieu de se diriger et de s'adresser à cette jeunesse qui est assez instruite, qui est républicaine, qui n'a aucune relation avec les pays d'origine, qui est présente sur un grand nombre de dossiers, soit scientifiques, soit littéraires, soit industriels, hein, qu'on soit clair. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Deuxième point, y a-t-il des rapports qui préconisent cette tendance au lieu de continuer avec ces personnes dans la quasi-totalité bientôt vers les 80 ans, 60 ans et 70 ans? Oui. Alors, de toute façon, l'histoire nous enseigne que, en tout cas, les autorités françaises ont eu tout faux dans leur relation avec ceux qu'on appelle les musulmans.
et que malheureusement le fait que les autorités françaises continuent à suivre un logiciel colonial dans leur rapport avec celles et ceux qu'on appelle les musulmans a été catastrophique. On est dans l'idéologie pure. Il n'y a pas de réel politique comme on le fait régulièrement ou de pragmatisme lorsque les politiques traitent des affaires courantes. On est vraiment dans la stricte idéologie. Nous avons besoin de maintenir ce rapport avec celles et ceux qu'on appelle les musulmans il ne faut pas oublier que pour commencer, et là bon, je vais quand même revenir un petit peu dans l'histoire, c'est que la République française a toujours été une république coloniale. C'est que la colonisation a toujours fait partie de l'histoire de la République. À aucun moment, la République ne s'est distanciée ou a pris ses distances avec la domination des peuples non blancs, aussi bien en Afrique qu'en Asie ou dans les Caraïbes, pour citer quelques exemples. Donc c'est profondément ancré. Il ne faut pas oublier que la Ve République est un compromis entre la monarchie et la République, et qu'elle a été taillée sur mesure, le général, en pleine répression coloniale en Algérie. Ça veut dire que nos institutions sont nées pendant l'ère coloniale. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, en raison du faible taux de renouvellement des élites politiques, ne font que perpétuer des pratiques qui certes remontent à un siècle ou 50, 60 ans, mais qui sont toujours dans la même lignée, et que en même temps, aujourd'hui, on va très bien, surtout avec Emmanuel Macron, ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont cooptées par celles qui l'étaient hier. Donc il n'y a pas un renouvellement qui vient de la base, des nouvelles têtes qui émergent, etc. Donc déjà, le mode de fonctionnement des institutions politiques françaises est profondément problématique. Maintenant, appliqué à la relation avec celles et ceux qu'on appelle les musulmans, on voit bien qu'il y a une incapacité à parler avec eux de manière, on va dire, mature, adulte, en les prenant pour des citoyens à part entière. C'est toujours, nous avons besoin de représentants de ces gens-là qui sachent, qui connaissent leur place, et qui savent s'adresser à nous, et qui savent surtout retransmettre, en tout cas agir comme des relais auprès de ces populations-là. Or, on voit bien que cette approche, avant c'était les caïds dans les colonies, on voit bien que cette approche a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont adoubées par les personnes au pouvoir ne représentent absolument personne, si ce n'est elles-mêmes et les vêtements qu'elles portent. Autre chose, c'est qu'on voit bien que les personnes qui sont dans ces positions-là, lorsqu'elles parlent aux agents du pouvoir, sont dans une posture de révérence, mais lorsqu'elles parlent à celles et ceux qu'on appelle les musulmans, parlent avec un profond mépris et condescendance. On a encore vu l'exemple avec, comment il s'appelle, le président du CCM, Moussaoui, qui a, de tous les médias sur Terre, a choisi un des plus farouches magazines médias islamophobes, Marianne, pour écrire une tribune et exiger que les musulmans acceptent la critique. Les musulmans acceptent la critique, mais comme tout être humain dit, refusent d'être insulté. Et on voit bien que, comment se fait-il qu'une personne, et d'ailleurs on voit bien que Mohamed Moussaoui n'a aucune compréhension des enjeux de pouvoir ici en France et ne connaît pas les musulmans, en tout cas celles et ceux qu'on appelle les musulmans, dans leur ensemble, et que lui ne faisait que répondre à une injonction. Donc, si maintenant on veut venir à ce qu'on appelle la situation actuelle, le fait que des personnes non représentatives soient imposées par l'État pour parler au nom de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, c'est ce qui donne de la légitimité à toutes les théories, à toutes les idéologies qui viennent de l'étranger. Vous m'avez compris, lorsque vous avez des idéologies qui viennent de l'étranger et qui vous disent ces personnes qui parlent pour vous ne vous représentent pas, on voit bien que l'État joue malheureusement le jeu. Par contre, je ne vais pas m'arrêter seulement au discrédit de ces personnes-là, ces apparatchiks de l'islam, de ce qu'on appelle l'islam de France. Je vais aussi me tourner vers les personnes qui remplissent les mosquées et les associations. À quel moment ces personnes-là vont imposer leur volonté aux associations cultuelles qui sont membres du réseau CFCM, du réseau UOIF, du réseau Mosquée de Paris. Or, tant que les fidèles qui constituent ces mosquées, en tout cas qui les remplissent, continuent à regarder ailleurs
pendant que les enjeux politiques se font sans eux, ben, ce jeu, vous savez, il va continuer. Et puis ces personnes-là qui ont 80 ans aujourd'hui, elles mettront leurs enfants, ou en tout cas leurs poulains, et on reprendra comme si de rien n'était. Responsabilité partagée, mais on ne peut pas taire la responsabilité de celles et ceux qu'on appelle les musulmans lorsqu'elles délaissent le politique en se disant ça ne me concerne pas. Sauf que le souci, et vous l'avez bien vu, je crois, à travers les médias ces derniers jours, il y a un article dans le journal Le Monde qui est vraiment très costaud, donc du 7 février 2020. Macron veut structurer l'islam de France pour lutter contre le séparatisme. C'est la première fois qu'on entend parler de ce terme. Est-ce qu'on passe à une étape supérieure ou tout simplement c'est un jeu de mots? Alors, Emmanuel Macron peut lui reprocher, sauf d'être, on va dire, bête à ce point. Les mots, il faut bien penser qu'ils ont été réfléchis, dûment pesés, et qu'ils ont été dans des communications préparées en amont. Donc, lorsqu'il parle de séparer bien à quel jeu jouer, c'est-à-dire à l'État, les gens, comme c'était le cas sous la pression. Or, comment se fait-il que personne ne se lève pour qu'il s'agit là d'une violation flagrante de la laïcité et de la séparation du religieux politique? Quand il n'y a absolument personne, de Catania qui est le ministre des cultes, c'est subordonné, comment se fait-il que personne ne se lève pour dire attendons, c'est dangereux parce que ce n'est pas au président d'organiser une communauté religieuse. Par contre, pourquoi est-ce que les gens du CFCM accueilleraient une telle nouvelle? Soit ils y voient une bonne chose parce qu'ils continueraient à être les agents du changement voulu par Emmanuel Macron, ou bien si elle se trompe, après elle risque d'être marginalisée. Alors, on voit bien qu'il y a un désaccord entre Castaner et Macron sur le CFCM, mais je vois bien que l'hypocrisie, en tout cas française, réside dans l'instrumentalisation de la laïcité. Alors lorsque les musulmans veulent exister dans la sphère publique, on leur dit la laïcité vous impose d'être invisible, d'accord? Par contre, la laïcité n'existe plus lorsque le président se donne pour tâche d'organiser une communauté religieuse. J'ai même posé la question, selon critères, Emmanuel Macron prend en main un sujet qui ne le concerne absolument pas et qui est défendu et prohibé par la Constitution, plus particulièrement la loi 1905 qui sépare les églises de l'État, en tout cas le religieux et le politique, montre bien que la loi française et la Constitution française n'ont pas de voix lorsque le politique décide de passer outre et de structurer, ou en tout cas de monter sur pied un pied pareil. Ce n'est pas au président de la République d'organiser une communauté religieuse. La seule chose qui peut être faite, c'est de faciliter cette organisation, en tout cas l'émergence d'une nouvelle organisation, en mettant à disposition les outils nécessaires pour que des musulmans s'en saisissent pour non seulement débattre de leur place et du rôle qu'ils veulent jouer au sein de la nation française, puis de choisir leurs représentants et les mécanismes de contrôle des organisations d'un côté et du mandat qui est donné à ces représentants. On ne peut pas avoir des personnes qui sont encore parachutées par l'État, et bien sûr avec la guerre qu'on connaît, à qui d'un côté, avec l'autre, voilà, Moussa. Donc vous voyez bien, en fait, que là, on prend la température, et bien sûr, tous ces entrepreneurs de l'islam de France font la course pour apporter la position la plus alléchante aux décideurs français. Vous inquiétez pas, voilà comment nous, on va vous faciliter la tâche. Mais aucune organisation ne peut être pérenne, en tout cas concernant un groupe, un segment de la population française, lorsque tout est fait dans les arcanes du pouvoir et des ministères, et lorsque les premiers concernés sont exclus. Ça sera encore un échec, mais pendant que cet échec est ferme, on aura encore affaibli un peu plus le cadre juridique français et discrédité un peu plus l'idée que la France est un pays laïque. Il y a des laïcs qui sont passés ici dans cette émission, et notamment M. Kuhn. Et il y avait une question dans ce sens aussi, par rapport à cette influence grandissante des religions.
dans la sphère laïque. Le souci qui se pose, ce monsieur, il a dit en aucun cas d'accepter une implication, en aucun cas d'accepter cette mainmise qui prend de l'ampleur, hein, parce que lui, il parle du sursaut de la laïcité. Le sursaut de la laïcité contre cette mainmise des religieux et de la religion dans cet espace laïque. Sauf que tout le monde a pu le constater, tout le monde l'a pu voir d'une manière claire, il y a une course folle entre les religieux de plusieurs bords, hein, donc il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les autres religions, vers la mainmise sur cette laïcité, ou bien d'en profiter, ou bien de montrer comme quoi ce sont les plus laïcs mieux que les autres, sauf que ce sont tous des religieux. Est-ce que la France, selon vous, passe une charnière en termes de la laïcité et le retour de la religion en France, et une guerre de religion inter-français risque d'être probable? Alors, il faut remettre les choses à leur place et rappeler les règles du débat, en tout cas de l'espace public. L'espace public pour tout le monde. La laïcité, ce n'est pas la distinction des religions. La laïcité, c'est la séparation entre le champ politique et le champ religieux. Ça veut dire que la religion ne peut pas influer sur la gestion de l'État et des affaires de l'État, tout comme l'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires religieuses tout autant. Maintenant, dire qu'il y a une résurgence du discours religieux, peut-être, c'est possible, c'est probablement vrai, mais en quoi est-ce que cela constitue-t-il un problème lorsque les règles du jeu sont respectées? Il n'y a aucun problème, en tout cas quand on se dit laïque, il n'y a aucun problème à ce que dans la sphère publique, on ait un discours religieux et un discours athée, un discours strictement politique et un discours strictement syndical. Il y a de la place pour tout le monde et ce serait une faute monumentale de demander aux religieux de disparaître de la sphère publique, parce que c'est là, alors, on peut être en désaccord avec le discours religieux. On peut rejeter l'existence des religions, mais on n'a pas le droit de demander aux personnes croyantes, peu importe leur religion, qu'elles disparaissent du champ public. La sphère publique est justement publique, ça veut dire qu'elle nous appartient à tous, que nous soyons croyants ou non, en accord ou en désaccord. Et jouer le jeu d'une laïcité idéologique qui tendrait à faire croire que la religion devrait être exclue du discours, en tout cas de la sphère publique, est une faute monumentale qui ne peut que radicaliser les personnes qui pratiquent ces religions, juives, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, musulmans, etc., alors en faisant naître un sentiment d'humiliation et qu'une option leur est de disparaître, qui n'existe plus dans la société. J'accuse cette affirmation qui doit en faire croire que la laïcité, c'est la destruction des religions et leur invisibilisation. Ayant dit cela, qu'y a-t-il de mal lorsqu'un discours de justice sociale est porté par une personne croyante? Qu'y a-t-il de mal lorsque maintenir le sol social, le tissu social, tous les acteurs jouent ensemble en respectant les règles du jeu? Par contre, il y a un problème lorsqu'on se met à hiérarchiser les communautés religieuses en disant voici dans la sphère publique celles et ceux qui sont les bienvenus et celles et ceux qui sont à exclure. Je refuse. Mais sincèrement, la laïcité est une notion juridique constitutionnelle et le danger réside dans l'instrumentalisation à des fins idéologiques. Je demande aux personnes qui portent ces discours-là de mesurer la portée de leur propos, parce que vous êtes en train de faire le jeu de tous les extrémistes. Le terme qu'on a évoqué tout à l'heure, Yassir, avant de conclure, parce que c'est très important de continuer à parler sur ce terme qui est plutôt politique, hein, le séparatisme. Ce n'est plus un terme plutôt communautaire, hein. Donc le séparatisme, on peut parler d'un État dans l'État, ou bien d'une communauté qui se fait créer pour elle une entité géographique et autre, hein. Donc est-ce que le mot oui, justement, est-ce que ce mot-là a toute sa place par rapport à ce nouveau discours? Non, alors là, je veux dire, derrière le séparatisme, il y a le mot guerre.
ça veut dire pour maintenir l'intégrité territoriale de la France et maintenir l'unité nationale, on va en arriver à des selon d'ordre militaire. On l'a bien vu avec l'état d'urgence lorsque 4000 perquisitions ont été menées dans l'écrasante majorité ciblant les domiciles, les lieux de culte et les commerces de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, avec la catastrophe que ça a été pour des familles et des innocents. Preuve en est, moins de 1% de ces perquisitions ont mené à des agressions pour terrorisme. Aujourd'hui, on emploie le terme séparatisme pour littéralement rendre concrète et palpable le fait que les musulmans veulent constituer une entité à part. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas de séparatisme lorsqu'il s'agit des milliardaires qui pillent le pays, exploitent les Français et font fuir les capitaux à l'étranger, refusent de payer leurs impôts, détruisent l'environnement, corrompent les représentants du peuple et font du lobbying intense pour que leurs intérêts particuliers, qui ne sont pertinents que pour une élite, soient défendus au détriment des intérêts de la majorité. S'il y a séparatisme, il y a séparatisme de celles et ceux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir et qui savent que, n'ayant aucune solution pour les Français, il faut les retourner contre leurs voisins et le pourcentage de musulmans qui ne sont que leurs égaux devant la loi et qui subissent les mêmes injustices. Par contre, on est en train de préparer les Français pour leur dire, si demain nous en arrivons à des solutions militaires extrêmes, c'est bien qu'il y a un danger contre l'intégrité de la nation. Emmanuel Macron joue avec le feu et se montre encore plus irresponsable lorsqu'il l'emploie en tant que président de la République. Écoutez, on verra bien, ça c'est l'article du Monde, hein, donc qui apparemment il est fondé leurs sources. On verra bien cette sortie médiatique du président de la République qui a tardé quand même, hein, donc ça fait plus que 2 ans maintenant, concernant ce champ de l'islam en France. Et surtout, ce qui m'inquiète, moi, en toute sincérité, cette représentativité qui n'est pas à jour, hein, qui ne représente pas grand-chose, et on risque de prendre des décisions avec des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, ou bien qui représentent de l'islam consulaire. Et là, c'est différent. Exactement, je vous l'accorde. Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à avoir des communautés musulmanes organisées avec des fédérations représentatives qui partent du bas vers le haut. Il veut juste encore des sous-fifres qui vont appliquer à la lettre ce qu'on leur demande d'appliquer, de normaliser le discours islamophobe qui est devenu la norme totale chez les élites politiques. Vous voyez, nous avons besoin que vous dites à ces gens-là qui vous ressemblent, faites ceci ou faites cela, montrez patte blanche et soumettez-vous. Moi, j'invite en tout cas la masse de celles et ceux qui se disent musulmans, révoltez-vous et organisez-vous. Tant que vous délaisserez le champ citoyen, tant que vous délaisserez le champ politique, tant que vous laisserez celles et ceux qui disent vous représenter faire ce qu'elles veulent sans jamais les contrôler, vous continuerez à perdre de vos droits au quotidien. Et on continuera de faire de vous les ennemis de la France, alors qu'au contraire, vous subissez les injustices de celles et ceux qui dirigent ce pays. Pour information, vous allez la voir dans les 2 jours qui viennent. Il y avait une émission dédiée aussi à un volet, parmi ces volets de quoi on parle maintenant, un volet dédié à la taxe halal, ou plutôt la redevance halal, avec un monsieur reconnu à l'échelle française, hein, donc c'était un ancien du ministère de l'Intérieur, monsieur Bernard Godard. Et on a discuté par rapport à la redevance du halal. Il l'a bien précisé aussi, il a dit que tout simplement, tout ça, il y est dès le départ, dès la période de monsieur Charles Pasqua, en 1994, qui a fait un décret en accordant la certification du halal à la Grande Mosquée de Paris. Sauf que, déjà, si on a bien saisi le message qui est en train de se passer actuellement, on est dans la continuité. L'État, il s'y est intervenu, donc il n'a pas respecté la loi 1905 déjà en 1994. Oui, bien sûr. Donc, on est quelque part dans la continuité. Sauf que le souci n'est pas là, le souci. C'est que la France et les Français subissent des conséquences graves suite à des engagements de telle sorte. Je m'explique. Cet éman d'argent qui représente 10 à 20 centimes le kilo. Imaginez-vous, le kilo. Et cet argent-là, au nom des musulmans, parce que vous et moi, n'importe quelle personne, au nom des musulmans, on touche cette redevance parce qu'il était accordé à la Grande Mosquée de Paris, à AVS, à la Grande Mosquée de Lyon, à la Grande Mosquée de Ivry. Pas de problème.
Certifiez-vous. Et là, m'ont démontré comme quoi il y a des abus, comme quoi la certification n'a jamais été contrôlée comme il le se doit. Et il a expliqué beaucoup de choses. J'invite tout le monde à écouter cette émission. Ça va être très intéressant par rapport à l'éclairage de ce qu'on mange en tant que musulman déjà. Soi-disant du halal. Soi-disant du halal. Le pire, ce n'est pas ça. C'est qu'après cette récolte de cet argent, elle part où? Bien sûr, il y a une partie qui part aux frais. C'est tout à fait normal. Il y a des gens, soi-disant, qui certifient, qui contrôlent. Et reste à savoir, est-ce que le boulot est bien fait ou pas? Parce qu'il n'y a aucune organisation jusqu'à maintenant qui doit contrôler ces contrôleurs s'ils ont fait leur boulot ou pas. Et deux, le reliquat et le bénéfice de cet argent, on ne le voit pas sur le terrain. On ne le voit pas dans la laïcité, on ne le voit pas pour apprendre aux musulmans français, ou surtout à ces musulmans qui viennent d'ailleurs comprendre la laïcité, comprendre les normes de la République. On ne le voit pas non plus sur des programmes contre la radicalisation. On ne le voit pas par rapport à des campagnes de communication au sein des grands médias de France. On ne voit rien. Il part où cet argent? Il part, soi-disant, dans les tapis de mosquée, dans les murs de mosquée, dans le plâtre, jlige et aussi le gabs dans les mosquées, et l'argent rentre dans la poche de ces gens-là. Moi, je vois, il y a un problème. Il y a un réel problème. C'est toujours un problème qui s'impose, en tout cas qui apparaît, qui devient flagrant, lorsqu'il n'y a pas de transparence. Donc, est-ce que la certification du halal est censée enrichir des organisations? Je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc, si les musulmans payent 10 à 20 centimes de redevance sur le kilo de viande consommé, il faut bien que cet argent-là revienne à un moment ou à un autre. Or, cet avion est pioché de la poche des musulmans. Il ne sert qu'à enrichir des structures complètement opaques, voire despotiques. On peut pas dire que les organisations qui collectent l'argent du halal soient vraiment représentatives de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. On ne peut pas dire qu'elles jouent un rôle social important. Donc oui, ils vont encourager la consommation de viande selon des normes strictes. Pour ceux qui me concernant, je suis végétarien, donc là-dessus, je ne mange pas de viande et je me sens pas concerné à titre. Mais en tout cas, pour les personnes qui consomment, à quel moment est-ce que cet argent payé leur revient, que ce soit par des bénéfices tangibles ou intangibles, que ce soit avec un fonds de dotation nationale pour, je sais pas, réhabiliter les programmes de formation dans les mosquées, ou que ce soit pour former plus d'agents de certification et les faire monter en compétences, voire pourquoi pas augmenter leur salaire, parce que beaucoup sont très mal payés. Pourquoi pas que ce fonds de dotation serve en tout cas à organiser des événements où les musulmans se retrouvent et puis justement s'organiser pour être encore plus actifs dans leur vie citoyenne au quotidien. Non, philosophiquement, je trouve que c'est une aberration qu'on pioche dans la poche des musulmans et que après avoir certifié et payé les frais, cet argent pioché sert à enrichir des structures et des personnes. Après, encore une fois, la responsabilité revient à celles et ceux qui s'identifient comme musulmans et musulmanes et qui consomment la viande halal, et c'est à eux de se poser la question et de poser la question et trouver les meilleures réponses. Ce n'est pas à vous ou moi de leur imposer une question. Si les musulmans sont d'accord avec ça, écoutez, j'ai envie de dire, vous récoltez les fruits d'un débrayage massif. Je ne dis pas que les musulmans ont débrayé, je dis juste que ces organisations-là ne rendent compte à personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que personne ne s'en offusque? Les absents ont toujours tort. Hein. Malheureusement, mais ça fait partie du jeu démocratique. Si M. Sayad Personnier me disait exister, c'est exister politiquement, si vous n'existez pas politiquement, vous n'existez pas tout court. Tout simplement. Et les musulmans ne sont pas différents des juifs ou des catholiques ou des témoins de Jéhovah ou de je ne sais qui. Et ce sont des communautés religieuses constituées d'individus. L'être humain est un être politique avant tout. Lorsqu'il délègue des décisions sur sa vie quotidienne à d'autres personnes, il ne peut pas s'attendre à ce que les meilleures décisions se prises au bénéfice de ses intérêts. Non, on prend toujours des décisions qui iront au bénéfice d'autres personnes. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Voici la règle du jeu commune. À chacun de s'y rire. Mais sauf que le souci qui se pose, les dégâts sont énormes et en même temps, on commence à se plaindre par rapport aux réalisations de ceux qui sont des adversaires politiques. Oui, mais le camp d'en face est organisé.
il est structuré. Enfin, je veux dire, il faut dire, en 89, on va dire, si on prenait par exemple la loi sur le foulard de 2004. Oui. Les personnes qui ont réussi à imposer l'interdiction du foulard dans les écoles étaient extrêmement minoritaires dans les années 80. Et ils ont travaillé pendant 15 ans. En 2004, ils arrivent à faire passer une loi. Donc c'est bien qu'il y a eu un travail de mobilisation et de publication, un travail de mobilisation, de production et de lobbying idéologique qui s'est fait sur plusieurs années. Donc on ne peut pas déserter le terrain de la lutte et dire oui mais on a perdu. Mais quand on déclare forfait avant de monter sur un ring, on s'en prend qu'à soi-même. Donc il y a un moment, il faut poser les questions. Je veux dire, vous avez un camp en face qui est extrêmement mobilisé et il y a convergence. Enfin, ils peuvent être ennemis idéologiques, mais vraiment violents sur tout. Mais dès qu'il s'agit des musulmans, ils sont d'accord. Il y a convergence sur l'islamophobie de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous voyez, il y a un consensus sur la question. Chacun se pose la question, pourquoi? C'est bien parce que défendre les musulmans est extrêmement risqué politiquement et encore moins rentable lorsqu'on est professionnel de la politique. Pourquoi est-ce qu'une personne défendrait les musulmans? C'est que ça va lui coûter une élection. C'est d'un cynisme absolu, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que je me suis entretenu. Bon, on leur parle d'islamophobie, ils vont vous dire mais moi je suis d'accord avec vous, sauf que lorsque je prends la parole sur cette question-là, ou lorsque je recrute des personnes de confession musulmane dans mon cabinet, ou encore plus des femmes qui portent foulard, j'ai la droite et la gauche et l'extrême droite qui sont vent debout. Et les premiers condamnés ne sont jamais là. Donc il y a un moment, je dois faire avec, j'ai un mandat à défendre, j'ai une élection à préparer. Ben, si les premiers concernés disent que ça ne les concerne pas, c'est pas moi de le faire à leur place. Mais il y a un souci quand même, M. Yassir Al-Louati, c'est que simplement, nous sommes au port des élections municipales et on voit les maires, qu'est-ce qu'ils font? On voit pas que les maires, il y a aussi les candidats, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on voit, elles mangent du couscous dans les associations, elles se présentent dans les mosquées, les municipales arrivent, vous allez le voir, exactement. Oui. Il y a un problème. Ben, écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous prenez encore une fois, tout à l'heure, la ville d'Ismons. Christine Rodier, il y avait un projet de mosquée qui devait se faire, et il y avait un projet qui était porté par une association téléguidée par le consulat marocain, qui, elle, en fait, voilà, déjà l'association est totalement opaque, je pèse mes mots, voilà, c'est une famille qui dirige l'association, le père, le fils et le gendre. Donc, lorsque les jeunes de la ville s'organisent pour faire mettre sur pied un projet de mosquée autonome, ça veut dire au service de la commune, en tout cas des musulmans de la commune et de leurs voisins, sans ingérence du consulat marocain, algérien ou tunisien ou turc ou n'importe. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu une alliance entre la mairie d'Athis-Mons, dirigée jusqu'à maintenant avec Christine Rodier, le consulat marocain, en la personne d'un agent du PJD et l'association culturelle locale. Qui s'est passé? Il y a eu alliance, il va falloir exclure les jeunes, et la mairie est devenue partisane en disant on va soutenir l'association marocaine. Donc les jeunes s'en offusquent, ils disent mais attendez, nous ce qu'il nous faut c'est ce qui est justement qu'ils ne soient pas téléguidés par des intérêts étrangers. Et la maire qui répond, de toute façon j'ai les preuves, parce que j'étais présent, la maire qui répond ben, je veux bien que la mosquée non, ça ne me dérange pas que la mosquée soit dirigée par le Maroc, c'est tant que je suis invité gratuitement là-bas. Tant que je suis invité à Rabat? Au Maroc, oui, parce que elle se disait, voilà, si je sers les intérêts du consulat marocain en France, ben, enfin, en tout cas à Athis-Mons, ben, je serai invité au Maroc gratuitement. Et elle se vantait même, ah oui, ma fille a été invitée par un ministre marocain au mariage de sa fille. Si vous laissez faire, écoutez, l'association des jeunes d'Athis-Mons a fait comme elle a pu, ben non, il y a eu une mobilisation aussi bien des imams que de l'association, que du consulat marocain, que de la mairie. Écoutez, les habitants de la ville, ils ont eu ce que, je vais pas dire ce qu'ils méritaient, mais en tout cas, ils ont eu ce qui, malheureusement, s'est fait parce que la mairie s'est mobilisée avec des étrangers. Et ça, le cas d'Ismons, c'est un cas d'école. Quand on en parle, on voit bien que c'est la même chose dans différentes villes, voilà, donneurs de leçons. Mais voilà, quand on fait rien pour éviter des fausses, elles deviennent inévitables. C'est à notre auditoire que M. Yassir Louati est président du CGL, Comité Justice et Liberté pour tous.
Organisation française de défense des droits humains et libertés publiques. Monsieur Yassir Louati, je vous dis à très bientôt et merci infiniment Sati Clara. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à toi. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.